Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition qui va nous plonger au cœur de l'écosystème dynamique des fintechs en RDC, en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le fondateur de Fengt, Boni Maya, une fintech innovante qui joue un rôle clé dans ce secteur en plein essor. Ensemble, nous allons explorer l'évolution, les défis, les opportunités qui caractérisent ces fintechs en RDC afin d'avoir un aperçu de l'avenir de la finance digitale en RDC. Bonjour Bonnie et bienvenue. Bonjour Elisabeth, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que tu peux nous dire, pour commencer, qui est Bonnie Maya et nous parler un peu de ton entreprise en RDC? Je suis entrepreneur congolais. Depuis 2013, j'ai commencé par le e-commerce. Je me suis investi également dans la logistique au dernier kilomètre, c'est ce qu'on appelle la livraison à domicile. Et par après, maintenant, nous sommes aussi dans la fintech, dans plusieurs volets. Entre autres, nous sommes intégrateurs d'un core banking system pour les institutions de microfinance et les coopératives d'épargne et de crédit. Et entre autres, j'organise également le CEF, qui est le salon de l'économie numérique et de la finance digitale en RDC, et qui aura prochainement sa sixième édition en avril 2025. Tu fais partie des initiateurs de la mise en place d'une association de fintech en RDC. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette initiative? J'ai parlé tout à l'heure de l'événement que nous organisons, qui était l'événement dédié au départ au e-commerce et au fintech. Actuellement, nous avons ouvert carrément le champ de vision pour toute l'économie numérique. Alors, il était question lors des débats des récentes éditions que les fintechs puissent se constituer en association ou en corporation pour pouvoir ensemble frapper aux portes des régulateurs et faire des propositions, entre autres sur des sujets liés à la sandbox ou aux améliorations des instructions réglementaires de la Banque centrale du Congo. Et c'est de cette manière que les initiatives ont été menées pour pouvoir créer des associations fintech. Alors, en un premier temps, trois initiatives ont vu le jour, mais à ces moments, toutes ces initiatives se réunissent voilà, pour avoir une seule association et pour que nous puissions tous parler d'une même voix face aux régulateurs et pour le bien de l'écosystème numérique en RDC. Pour nous permettre de mieux comprendre l'écosystème des fintechs en RDC, est-ce qu'on a une idée de combien de fintechs existent en RDC aujourd'hui et comment elles sont organisées? Est-ce qu'il y a des collaborations entre elles, par exemple? Légalement, il y a plus d'une vingtaine de fintechs qui sont agréés par la Banque centrale du Congo et qui sont listés sur le site internet bcc.cd. Mais il y en a près d'une cinquantaine qui existent et d'autres qui sont en processus d'octroi d'agrément et qui sont dans des secteurs assez variés. Nous avons des passerelles de paiement, nous avons des wallets, nous avons des agrégateurs qui, au fur et à mesure, avancent, signent des partenariats avec des MEE, donc des émetteurs de monnaie électronique et des banques pour créer des solutions aussi innovantes pour le marché congolais. Hmm. Quelles sont les règles qui sont nécessaires pour pouvoir s'établir comme fintech en RDC? Déjà, il faut que ce soit une société légalement enregistrée avec si je ne m'abuse, plus de 5 000 $ en capital social. Il faudrait, bien évidemment, si c'est porté par une personne physique, avoir tous les documents relatifs à son casier judiciaire, à son passé judiciaire. Et ensuite, avoir son business plan bien rédigé et pouvoir se présenter auprès du régulateur avec une lettre de demande d'agrément pour espérer avoir un dossier ouvert et suivre le processus d'agrément pendant une durée qui peut être assez long si les dossiers ne sont pas bien constitués et qui, au final, aboutit à un agrément comme la vingtaine de fintech qui sont listées sur le site internet de la BCC. Hmm. Ok. Si on revenait sur les offres, et tout à l'heure, tu as parlé des agrégateurs, tu as parlé de d'autres fintechs qui offrent, je pense bien du mobile money. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu plus globale et plus approfondie du type d'offre de service?
les plus populaires proposées par les fintechs en RDC? Alors, nous avons les MRE qui existent. En tête de file, il y a M-Pesa, dans la célèbre maison M-Pesa du Kenya, voilà, qui s'impose ici en RDC, donc M-Pesa par Vodacom. Après, nous avons d'autres MRE portés par les sociétés de télécommunications comme Orange Money, Airtel Money et Afrimoney. Ensuite, nous avons des banques qui offrent également des solutions de mobile banking et de wallet. Je citerai PPL Mobile, Illico Cash, Raka Cash, FBN Money et ainsi de suite. Il y a aussi Easy 243 de Equity BCDC. Donc, voilà, c'est pratiquement eux les plus grands. Ensuite, nous avons aussi d'un côté des pure players, donc des fintech pure players qui ne sont ni banques ni sociétés de télécommunications, mais qui ne font que la partie fintech, entre autres MaxiCash. Nous avons Flash, nous avons AvadaPay, nous avons ArakaPay, nous avons Dada aussi. Nous avons également des solutions comme Multipay qui permet carrément de faire un petit switch entre plusieurs banques pour pouvoir avoir une carte locale. Au-delà de ça, nous avons également des fournisseurs d'intégration de solutions, des API comme MFS Africa, qui est devenu actuellement One Africa. Donc voilà, en dehors de ça, nous avons d'autres solutions qui apportent la partie USSD comme Myriad, LAM, il y en a plusieurs. Nous avons des fintechs qui sont dans la partie crédit téléphonique comme ExpressApp. Donc il y a vraiment une panoplie de fintechs qui évoluent et qui permettent à ce que chaque secteur d'activité puisse avoir une opportunité de pouvoir faire une intégration et collecter du cash via des solutions numériques. Quels sont les services qui sont les plus demandés par les clients? Je sais que c'est une clientèle très diversifiée au vu Oui, des c'est vraiment très difficile. produits. Alors, ce sont les deux, je dirais, les passerelles de paiement qu'on appelle en anglais gateway de paiement pour des Ok. personnes qui ont des plateformes de vente en ligne, que ce soit de produits ou de services, hein. Moi, par exemple, mon loyer, je le paye via le site internet voilà, de mon hébergeur. Donc, il y a des plateformes e-commerce. Nous, par exemple, nous avons une plateforme e-commerce de vente en ligne des produits alimentaires. Nous avons mis en place, nous avons intégré avec une passerelle de paiement localement installée. Et il y en a plusieurs comme ça. Et puis, à part ça, à part les agrégateurs, je dirais, il y a aussi des besoins en termes de transfert d'argent. Parce que actuellement, en lieu et place d'envoyer une messagerie financière de façon classique et que le bénéficiaire aille dans une agence pour pouvoir collecter le cash qui lui a été envoyé de Paris ou de je ne sais pas où. Actuellement, c'est plus du direct sur son téléphone. Donc, on lui envoie directement via une solution de paiement électronique qu'il utilise. Ça peut être de la monnaie électronique, ça peut être un compte bancaire, ainsi de suite. D'accord. Et comment est-ce que Feng se positionne dans cet écosystème-là? Alors, Fangs, dans cet écosystème-là, se positionne plutôt du côté des institutions de microfinance et des coopératives d'épargne de crédit pour faire du bank to wallet, wallet to bank. C'est très complexe avec les instructions de la Banque centrale. Faire de bank to wallet, wallet to bank, c'est un peu compliqué pour eux. Du coup, il faut un schéma, une stratégie assez poussée pour pouvoir mettre en place une architecture bank to wallet, wallet to bank qui permet à ce qu'on puisse respecter les instructions de la Banque centrale et que la sécurité des transactions soit garantie. Et je suppose que cela ne vient pas sans des difficultés. Quels sont les principaux défis que tu rencontres, que Feng ou d'autres fintechs en RDC en général? Alors, s'il n'y avait pas de difficulté, tout le monde l'aurait fait. Donc, c'est bien évident qu'il y a des difficultés, raison pour lesquelles ces barrières d'entrée font qu'il y a très peu de boîtes qui proposent cette solution-là. Nous, chez Fangs, nous, comme je l'ai dit tantôt, il fallait une architecture qui permet de respecter les instructions de la Banque centrale.
Et ensuite, ces institutions de microfinance ou les coopératives d'épargne et de crédit, je dirais même plus les mutuelles financières aussi, n'ont pas d'architecture réseau assez riche et assez adaptée pour pouvoir gérer ces différentes transactions. Donc, du coup, il faut mettre en place des architectures assez efficientes en termes de coûts, mais aussi efficaces en termes d'exécution de ces différentes transactions. Il faut également une explication de tout ce qui est risque derrière ça, parce que qui dit ouverture dans le bank to wallet, wallet to bank, dit aussi un fort risque, parce que ça peut être un canal par lequel beaucoup de fraudes peuvent se faire. Donc, expliquer aux tenanciers des institutions de microfinance et ceux qui sont dans les coopératives, tous les risques derrière ces intégrations, toutes les procédures à mettre en place pour pouvoir veiller à ce que la sécurité soit garantie et tous les besoins de mise à jour qu'il faut faire à chaque fois que une faille est décelée ou une demande est requise auprès d'un fournisseur d'un émetteur de monnaie électronique parce qu'eux aussi font des mises à jour de leurs solutions. Et à chaque fois qu'ils font des mises à jour de leurs solutions via leurs API, il faudrait également que nous puissions intégrer ces mises à jour-là dans notre architecture réseau pour permettre à ce que le passage soit toujours aussi fluide. Et tu as évoqué tout à l'heure le risque de fraude. Je suppose qu'il y en a d'autres, mais est-ce que, en dehors de la sécurité qui est mise en place, est-ce qu'il y a d'autres stratégies que l'institution ou bien que les fintechs en général, auxquelles les fintechs pensent pour remédier ou réduire les risques inhérents? Chaque fintech met en place sa propre stratégie parce que déjà la Banque centrale impose à ce qu'il y ait des commissaires aux comptes et toute une panoplie d'exigences pour que le risque soit vraiment minimisé. Mhm. Euh, mais en interne, chaque fintech met en place comment dire, des procédures qui soient assez efficaces pour pouvoir pallier ce risque de défaut ou réduire ces différents risques. Il y a des notifications, il y a tout ce qui est OTP qu'on envoie par SMS pour que le bénéficiaire puisse valider. Il y a le 3D Secure qu'on a vu avec les cartes de paiement en ligne qui ont vu le jour. Il y a des applications d'authentification voilà, Google et autres qui sont sur nos téléphones qui nous permettent de valider également d'autres paiements. Il y a tout ce qui est SSL, certificat de sécurité SSL à mettre à jour et à avoir le plus performant possible. Il y a toute une panoplie des, des- des solutions que les fintechs ont mis en place avec des process très réglementés en termes de KYC, KYT ou KYB, quoi. Mhm. Est-ce qu'il y a aussi des communications qui sont faites, par exemple, à l'endroit de vos clients régulièrement? Oui, comme je l'ai dit tantôt, nous, par exemple, envers les coopératives et les institutions de microfinance qui sont dans notre portefeuille client, nous faisons du tutoring ou du mentorat, si je puis le dire, parce que la transformation digitale n'est pas toujours au goût de tout le monde. Donc, nous avons mis en place des procédures telles que nous puissions les accompagner au jour le jour sur toute la logique derrière la transformation digitale, avec des mises à niveau de l'équipe, des renforcements de capacité, des vérifications de process à chaque fois et à chaque niveau, des sauvegardes automatiques et manuelles, des revues ensemble de, de l'efficacité du système informatique qu'ils ont, de besoins par rapport à s'ils ont des évolutions en cours selon leur plan d'action, quels seraient évidemment leurs besoins en termes de mise à niveau, en termes de changement de matériel, quand ils ont des nouveaux employés, est-ce ces gens sont dits deux fois, est-ce qu'ils ont vérifié leur cursus, est-ce qu'ils sont à niveau, est-ce qu'il faut les mettre à niveau, tout ça. C'est vraiment très vaste, mais voilà, ce sont là quelques stratégies que nous avons mis en place pour pouvoir accompagner les coopératives et les institutions de microfinance. Mais bien évidemment, certaines fintechs
un autre portefeuille client. J'en connais un, par exemple, qui travaille avec les Betting, tous les paris sportifs en ligne et qui les accompagne au jour le jour. Ce sont des très petites transactions, mais qui, quand on ne les suit pas, peuvent être des sources des risques de blanchiment d'argent, par exemple. Et eux, ils doivent vérifier que toutes ces transactions sont bien valides, sont bien correctes. Euh, c'est vraiment du pari sportif, ainsi de suite, que les provenances sont clean. Et on comprend bien qu'il y a plein d'autres défis qui ne sont pas cités ici, mais je voudrais revenir un peu sur la réglementation. On a bien compris que la réglementation a évolué sur les dernières années, mais si on se penchait vers l'avenir, est-ce qu'il y aurait des réformes majeures qui seraient intéressantes à avoir dans cette réglementation adaptée à l'encadrement des fintechs à RDC? Il y a par exemple la partie sandbox qu'on essaie de répéter qui doit avoir le jour parce que aujourd'hui les fintechs sont à même de pouvoir mettre sur le marché des technologies assez innovantes, les tester sur le marché, mais elles ne peuvent pas parce que les réglementations de la Banque centrale sont telles que certaines innovations ne peuvent pas, certaines inventions ne peuvent pas devenir des innovations, donc certaines inventions ne peuvent pas aller sur le marché. Et voilà, nous sommes comme ça à la traîne par rapport aux autres pays. Et donc, la Banque centrale, normalement, doit tenir compte de cela. Il y a aussi la partie identité du client, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un KYC unique au niveau de la Banque centrale ou au niveau d'un ministère qui le gérerait, le ministère de la Justice, par exemple, ou de l'Intérieur, qui puisse nous permettre de pouvoir suivre l'historique d'un client et déceler pratiquement les différentes fraudes intentées par exemple par un client en termes de scoring sur les crédits, s'il a deux, trois crédits auprès de plusieurs institutions. Donc tout cela, voilà, ce sont des freins un peu à l'innovation, mais aussi des freins à l'évolution des solutions digitales. Et puis, bon, le vent est un peu passé, mais aussi la partie blockchain voilà, qu'on n'a pas qu'on n'a pas pu suivre. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle aussi qui vient dans la fintech, il y a beaucoup de cas d'usage qui peuvent voir le jour, mais que nous saurons difficilement suivre parce que pas que les institutions de la Banque centrale explicitement les interdit, mais parce que lors des validations de nos différentes technologies que nous mettons sur les marchés, il y en a plusieurs qui sont rebootés par la Banque centrale parce que euh, il y a une peur du régulateur face à ces différentes innovations qui n'ont pas encore fait leurs preuves dans des pays voilà, qu'ils prennent pour modèle. Et je sais que Fangs est plus dans le B2B. Si on parlait de ces fintechs quand même qui euh, servent les end-users, donc les populations, et si on allait dans les populations rurales, est-ce que aujourd'hui c'est possible d'avoir une idée de l'impact que les services offerts par ces fintechs-là ont sur ces populations? En termes d'exemple, aujourd'hui, par exemple, les messageries financières ont presque disparu. Parce qu'aujourd'hui, quand tu envoies de l'argent de Kinshasa à une ville très éloignée de la capitale, ben, tout s'est fait par monnaie électronique, par M-Pesa, Orange Money, Airtel Money et autres. Et donc, c'est là un exemple d'évolution de la consommation. L'achat de crédit se fait par monnaie électronique. Les gens ne vont plus dans les cabines pour acheter de crédit, mais plutôt pour se recharger en monnaie électronique et pouvoir faire activer les forfaits de façon volontaire. Euh, il y a également tout ce qui est parce qu'on a une grosse partie de la population qui est dans le commerce informel et qui doivent envoyer des sommes d'argent auprès de leurs fournisseurs ou bien auprès de leurs contacts pour pouvoir s'approvisionner en stock et tous ces transferts d'argent se font maintenant via monnaie électronique parce que à l'époque, il y avait le risque de se balader avec les cash, mais aujourd'hui, tous ces commerçants-là font des monnaies font des solutions, utilisent des solutions de monnaie électronique. Et pour revenir même dans la capitale, il y a tous les commerçants qui allaient du côté de Dubaï, Turquie, Italie pour s'approvisionner en vêtements et en autres articles de vente
pour leur shop sur Kinshasa, ben aujourd'hui, ils se baladent avec des cartes bancaires internationales, Visa, Mastercard et autres, que ce soit des cartes prépayées ou bien des cartes liées à leur compte bancaire pour pouvoir s'approvisionner auprès de leurs fournisseurs directement en payant par carte. Donc, c'est comme ça des exemples des changements au sein de la population voilà, qui nous permettent de dire que voilà, il y a de plus en plus d'appétence sur les technologies innovantes dans les paiements et il faudrait aller davantage dans les chaînes de valeur qui sont demandeurs et pour pouvoir intégrer les fournisseurs, les clients des clients ou les fournisseurs de fournisseurs et envisager d'atteindre le fameux mot cashless. Ça veut dire qu'en fait, il y a encore de la matière. C'est quoi les opportunités les plus envisageables sur les prochaines 2, 3 prochaines années pour les fintech? D'abord, dans tout ce qui est consommation de services publics, euh, payer l'électricité, payer l'eau. Euh, Aujourd'hui, il y a plusieurs intégrations qui sont en cours avec les fintechs qui sont sur place. Et je trouve que l'idée de ne pas faire monopoliser l'intégration à une seule fintech, c'est une bonne chose. Et donc, il y en a plusieurs, je connais, qui sont en train d'intégrer la panoplie des fournisseurs de services de paiement auprès de la régie des eaux, de la SNED, donc les sociétés qui gèrent l'eau et l'électricité chez nous, pour pouvoir être là un des moyens de paiement, s'approvisionner ou pour payer sa facture. Bientôt, ça sera le cas ou c'est déjà le cas du passeport, mais c'est pas encore comment dire, communiqué à grande échelle parce qu'aujourd'hui, on peut acheter son passeport, on peut payer pour son passeport en ligne, on peut payer pour plusieurs services en ligne, mais bien évidemment, il y a toute la partie accompagnement du personnel public parce que ça peut aussi être un frein au changement. Le personnel public n'est pas toujours au goût du changement. Donc, il faudrait également qu'un travail soit fait à ce niveau-là pour que les changements soient acceptés et que nous puissions carrément avoir ces habitudes-là dans nos sociétés. Mais Hmm. les opportunités sont des gens, donc comme on le dit souvent, la RDC, c'est 100 millions d'habitants ou plus. Kinshasa, c'est plus de 20 millions d'habitants. C'est vrai, il y a une grosse partie qui est au bas de la pyramide, le bottom of the pyramid, mais avec des transactions émiettées de 1, 2 dollars par jour pour des services, pour l'achat des services publics ou bien même pour l'achat des services privés. Ça peut être des grosses transactions qui circulent et qui peuvent alimenter voilà, les différents flux transactionnels des fintech. Donc, il y a de l'opportunité, que ce soit dans les business to business ou bien dans les business to customer. Mais bien évidemment, il y a un changement à accompagner au niveau du service public et même au niveau du service privé, parce que tu as aussi d'autres commerçants conservateurs voilà, qui ne jouent que par le cash, et qui peut-être petit à petit vont rejoindre cette nouvelle mentalité. Est-ce qu'il y en aurait des collaborations entre des fintechs RDC et des fintechs au niveau de la région Afrique centrale, Afrique de l'Ouest ou Afrique subsaharienne de façon générale? Est-ce qu'il y a aussi des opportunités à ce niveau que tu es en train Oui, de voir? ou Afrique généralement. Donc, j'ai cité le cas de MFS Africa qui est devenu en Africa, OK. qui a ouvert carrément une filiale en RDC parce qu'il y a un marché ici et que toutes les messageries financières peuvent directement tomber sur le téléphone des bénéficiaires. Donc, c'est grâce à MFS Africa qu'on a eu ça. Mais il y a aussi, à part MFS Africa, il y a aussi chacun des acteurs comme TapTapSend, par exemple, qui a signé avec des entreprises locales. Aujourd'hui, on a SwissSend aussi. Il y a aussi d'autres acteurs nigériens qui viennent aussi pour redéfinir en RDC, pour pouvoir créer ces tunnels transactionnels entre le Nigeria et la RDC. On a déjà entre les Kenya et la RDC. Donc, il y a plusieurs acteurs qui viennent et le marché est très ouvert et certains traitent la RDC même du Nigeria de demain. Donc, toutes les fintechs veulent avoir un œil ici pour pouvoir être au rendez-vous quand le boom va surgir.
Mhm. J'espère que la concurrence n'est pas trop stressante pour les fintechs locales dans ce cas. Au contraire, elle est stimulante parce qu'elle te permet de mettre à jour, de te mettre à jour, de te challenger, de te mettre à niveau. Au contraire. Et elle apporte également de la visibilité auprès des investisseurs qui comprennent qu'il y a réellement un marché, qu'il faut financer carrément les acteurs locaux qui font du chiffre, qui sont présents de façon efficace. Mhm. Et aussi, en dernier lieu, comme tu as dit, comme tu l'avais dit par rapport au coût, cette concurrence permet également de baisser les coûts des transactions, des fameuses commissions qui sont encore assez importantes. Donc, cette concurrence permettra de baisser ces coûts de commission, comme il a été le cas, par exemple, en Côte d'Ivoire, où elle va casser tous les prix. Voilà. Mhm. D'accord. Un dernier mot pour une fintech qui voudrait s'installer en RDC, ce serait quoi les trois, on pourrait dire les trois facteurs de succès à prendre en compte? Ouf, OK. Maîtriser ses coûts, OK. c'est mettre en règle par rapport à la Banque centrale, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas signer avec les ME ou les banques si tu n'as pas l'agrément. Et troisièmement, faire de la frugalité. Comment dire ça? C'est adapter ces solutions pour le besoin congolais. Merci beaucoup, Bonnie. Nous sommes arrivés au terme de notre discussion. Merci d'avoir partagé avec nous toutes tes connaissances et ton expérience et ton expertise aussi, hein, au vu de l'évolution du secteur des fintech en RDC. Je vous en prie. Merci aussi à notre audience de nous avoir suivis. Restez connectés sur le hub de la finance digitale.com pour d'autres épisodes. Merci et au revoir.